Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. L'administrateur de la ligne verte a animé ce matin un point de presse. Près de 18 000 plaintes et dénonciations des citoyens ont été enregistrées en 2 ans d'exercice. Suite à l'interdiction de la manifestation contre Areva ce 21 décembre 2013, le ROTAB a porté plainte devant les juridictions. Le délibéré est prévu pour demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information que nous commençons par l'actualité sur le front social. L'interdiction de la manifestation projetée par Rotab Niger pour ce 21 décembre 2013 contre Areva a été attaquée en référé ce jour devant le tribunal de grande instance de Niamey. Le délibéré est prévu pour demain. Suivons d'autres précisions avec Maître Sidi Boubacar. Il est l'avocat de Rotab. Le ROTAB a saisi le maire de la commune 3 par une correspondance le 11 décembre 2013 pour organiser une marche suivie de meetings avec l'itinéraire bien déterminé. Conformément à la loi, ils ont précisé l'heure, la date et les 3 membres conformément à la loi. Et ces 3 membres ont pris soin même de mettre leur contact, alors que cela n'est pas prévu par la loi. Et par ailleurs, ils ont demandé à l'autorité compétente ses services en ce qui concerne la sécurité, pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Or, la loi dit que l'autorité ne peut interdire une marche que si elle peut causer un trouble grave à l'ordre public. Or, dans le cas d'espèce, dans l'arrêté, nous n'avons aucune mention, aucune motivation. Par conséquent, l'autorité ne doit pas interdire cette marche. Et mieux, dans le cas où il voulait interdire, il devrait rapidement saisir le ROTAB pour lui faire part du trouble, et que si le ROTAB estime qu'avec un changement d'heure, d'itinéraire ou d'objet, il peut y avoir l'accalmie, eh bien, il allait passer à ça. Mais malheureusement, l'autorité n'a pas fait ça. Et cela constitue une voie de fait. C'est pour ça que nous avons saisi le juge de référé. Et mieux, nous sommes allés au-delà parce que nous avons saisi le juge de référé d'heure à heure. Parce que nous sommes quand même à la veille de notre marche.
Une marche veut dire qu'il faut mobiliser des gens. C'est pour ça que nous avons saisi le juge de référé d'heure à heure. Et nous lui avons demandé de constater qu'il y a eu violation de la loi et nous autoriser à organiser notre marche. Rendez-vous donc demain pour le délibéré. Dans le même registre, ce communiqué de presse du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB appelle toutes les organisations de la société civile et les populations de Niamey à sortir massivement ce samedi 21 décembre 2013 pour participer à la marche suivie de meetings afin d'exiger du gouvernement et de Areva le respect strict de la Constitution et du Code minier en vigueur dans la signature des nouvelles conventions minières. Lieu et heure de regroupement, c'est à 9h au niveau de la place de la concertation de Niamey. Destination, siège de Areva, situé donc à l'immeuble Sonarin. C'était là un communiqué de Rotab Niger. Rebondissement dans l'affaire d'aide de Areva à l'aide du Niger. Une partie servirait à l'achat d'un avion présidentiel. Le tribunal de grande instance de Paris statuera demain cette affaire à la suite d'une plainte d'Areva qui accuse l'Observatoire nucléaire français pour diffamation. L'Observatoire nucléaire accuse Areva pour corruption. Retour sur les faits avec Hassan Salem Mustafa. L'Observatoire du nucléaire a renouvelé mercredi ses accusations de corruption à l'encontre du groupe nucléaire français Areva pour le versement d'une aide de 35 millions d'euros au Niger à 2 jours du procès en diffamation intenté par le groupe contre cette association. L'association a annoncé dans un communiqué avoir publié un nouveau document accablant pour Areva qui est actuellement en pleine négociation de son partenariat avec le gouvernement nigérien sur les conditions d'extraction d'uranium nigérien. Ce document consiste à un enregistrement audio d'une intervention du ministre nigérien des Finances le 4 décembre 2012 devant l'Assemblée nationale. Il y évoque le versement par Areva d'une aide de 35 millions d'euros sans contrepartie, affectée pour partie, selon lui, à l'avion présidentiel, rapporte l'agence France Presse dans sa dépêche. Areva, qui a reconnu le versement d'une aide de 35 millions d'euros en 3 ans, n'a jamais versé d'argent à l'État du Niger pour l'achat d'un avion ou quelque autre affectation que ce soit, a réagi le groupe mercredi interrogé par l'AFP. Areva a donc assigné l'Observatoire du nucléaire pour diffamation après les premières accusations de corruption qui avaient été portées en décembre 2012. L'assignation sera examinée sur le fond ce vendredi 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris. Pour mémoire, le document relevé par l'Observatoire du nucléaire depuis le début de cette affaire, en particulier le compte-rendu d'une rencontre tenue le 13 novembre 2012 entre Areva et le chef du cabinet du président de la République de l'époque, ont permis de constater que le don d'Areva s'est finalement monté à 35 millions d'euros. Une troisième tranche de 9 millions d'euros étant venue compléter les 2 premières tranches respectivement de 16 et 10 millions. Rappelons que, dans un premier temps, Areva a nié carrément l'existence de ces fameux dons dans une dépêche de l'AFP du 12 décembre 2012 et a signé en justice l'Observatoire du nucléaire pour une prétendue diffamation. L'Observatoire du nucléaire maintient qu'il est loin des dizaines de milliards d'euros que la France et Areva devraient verser au Niger pour l'avoir spolié et contaminé par l'extraction de l'uranium depuis plus de 40 ans. Le versement de ce curieux don est donc une pratique relevant de la corruption, au moins normalement si ce n'est juridiquement. Autre fait de l'actualité de ce jour, à environ 2 ans après son installation officielle, le bureau Information Réclamation de lutte contre la corruption et le trafic d'influence en milieu judiciaire dresse le bilan de ses activités. Ce sont près de 17 614 plaintes et dénonciations des citoyens qui ont été enregistrées au niveau de la ligne verte, ce qui explique une prise de conscience des citoyens quant à la mission du bureau Information et Réclamation. Dans un point de presse qu'il a animé ce matin, l'administrateur Abdou Idi a fait le point des activités du bureau. Un extrait de son intervention avant de le trouver en partie magazine de ce journal. Normalement, dans chaque service de l'État, il devrait avoir un service qui s'occupe de l'information des usagers. Malheureusement, nous sommes obligés d'assumer dans tous les secteurs. Nous avons des citoyens qui nous appellent dans le domaine de l'éducation pour leur indiquer les voies à suivre par rapport à un problème précis. Nous avons des citoyens
qui nous appellent dans le secteur de la santé pour leur indiquer les voies à suivre. Et surtout dans le domaine de la justice, où quand on avait commencé avec la ligne verte, les citoyens qui nous appellent, quand on leur dit oui, voilà votre problème, allez voir la justice qui est à côté de vous, ils disent non, on ne peut pas aller à la justice parce qu'on va nous arrêter. Dans un pays où l'écrasante majorité, ici l'avantage de ce bureau, c'est que les citoyens peuvent s'exprimer en 3 langues, en Hausa, en français et en germain. Ils parlent la langue parmi les 3, ils peuvent parler n'importe laquelle. Ils sont compris, on enregistre leur plainte ou dénonciation. Donc, des citoyens qui ont peur, il faut d'abord leur expliquer qu'ils ne doivent pas avoir peur de la justice. Parce que la justice est rendue pour eux et à leur nom. Et par conséquent, ils doivent s'en approprier. Et la justice, c'est le seul régulateur des conflits entre citoyens. Donc, il faut les amener à comprendre qu'on n'arrête personne à la justice. Celui qui est arrêté à la justice, c'est qu'il a commis quelque chose qui fait en sorte qu'on l'arrête. Mais le citoyen qui ne crée rien, il doit aller à la justice. Et c'est seule la justice qui doit départager les citoyens, c'est le régulateur. Donc c'est un exercice très difficile, mais Dieu merci. Maintenant, dès que nous appelons, on dit aux citoyens d'aller, ils vont à la justice et après ils nous appellent pour nous dire oui, effectivement on a été reçu à tel tribunal et on a fait la plainte et voilà ce qui suit. On dit suivez vos procédures. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par l'administrateur de la ligne verte. La police judiciaire nigérienne a procédé ce matin au niveau de son siège à la restitution de 15 véhicules volés et vendus au Nigeria à leurs légitimes propriétaires. Un énième coup de maître qui honore la police nationale dans sa fonction régalienne de protection des personnes et de leurs biens. N'est-ce pas, Adam Soumana? Il ne s'agit pas là d'un parc automobile pour la vente de véhicules d'occasion, comme l'on en trouve un peu partout dans la capitale, mais le fruit d'une opération menée par la police judiciaire du Niger. Ces véhicules, au nombre de 15, ont été volés en territoire nigérien, puis vendus au Nigeria voisin. Le service Interpol de ce dernier, grâce aux renseignements fournis par la brigade de recherche et d'investigation de la police nigérienne, a pu mettre la main sur ces véhicules à la satisfaction de leurs propriétaires. C'est le lieu de remercier sincèrement la police qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir nous mettre dans nos droits. Et c'est le lieu ici de dire à nos autorités de bien récompenser la police parce que notre sécurité est assurée par elle. Et nous avons l'une des meilleures polices de la sous-région. On remercie la police qui a fait un gros travail pour la sécurité de notre pays. On a confiance en notre police et on la félicite de continuer dans le même sens. Maintenant, nous sommes assurés que nous avons une police à la grandeur du pays. Ils ont fait un bon travail et coup de chapeau à la police. La police nigérienne n'a pas lésiné sur les maigres moyens dont elle dispose pour arriver à bout des réseaux de voleurs et receleurs opérant entre le Niger et le Nigeria vers Doumega pour le cas présent. Soulignons que 3 à 4 déclarations de vol de véhicules sont enregistrées chaque semaine à la police judiciaire de Niamey. Il urge alors de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la police nationale pour lui permettre de mener à bien sa mission. Coup de chapeau donc à notre police nationale. Une grosse erreur du journal Afrique-Asie, synonyme d'insulte à la nation nigérienne. Dans son numéro spécial Niger du 10 décembre 2013, Afrique-Asie a glissé une faute intolérable. Les responsables donc de ce journal n'arrivent pas à faire la différence entre le drapeau de notre pays et celui de la Côte d'Ivoire. Ils ont attribué le drapeau de la Côte d'Ivoire au Niger. Retrouvons Hassan Saleh Moustapha. Le drapeau de la République du Niger et celui de la Côte d'Ivoire, 2 drapeaux qui ont les mêmes couleurs mais qui ne se ressemblent pas. Cependant, la rédaction du journal Afrique-Asie, dans son numéro spécial Niger 55e anniversaire du 18 décembre, certainement aveuglée par la somme colossale qu'elle a encaissée pour la commande, a adressé une insulte au Niger et à ses dirigeants. Oui, une grosse erreur que les responsables de ce journal ont commis et qui ne devraient pas commettre.
Ils ont attribué le drapeau ivoirien au Niger. Ce numéro spécial Afrique-Asie, une commande pour faire l'éloge des autorités de la 7e République qui veulent vendre leur image à tout prix. Alors, question, comment cette erreur a-t-elle échappé à la vigilance des membres de la rédaction de ces magazines dont certains confrères nigériens y font partie? Comment est-ce que la cellule communication de la présidence n'a pas pu détecter cette bavure? C'est la preuve une fois de plus que la cellule communication du président de la République a encore failli. C'est dire que l'argent de l'État a été injecté contre l'État à travers cet acte intolérable, à travers cette insulte à la nation nigérienne. Autre péché du journal Afrique-Asie, dans son numéro spécial, c'est cette photo de l'ancienne gouverneure de la ville de Niamey, actuellement au cabinet du Premier ministre, Mme Kaneboulama Achetou, confondue à la diplomate nigérienne Achetou Mendoudou, actuelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire. Quelle confusion encore pour ce magazine avec son éditorialiste sourire aux lèvres, comme pour dire aux autorités nigériennes et à la nation nigérienne, la moisson a été bonne, nous avons encaissé nos sous, le reste c'est pas notre affaire. Affaire donc à suivre. Cette cérémonie d'ouverture ce matin à Africa Hall de Niamey d'un atelier de formation sur la justice coutumière, un atelier de renforcement des capacités des femmes relais des régions d'Agadez, d'Ifa, Maradi et Tawa et Zender, donc organisé par l'association des femmes juristes du Niger en collaboration avec le ministère de la Justice, avec l'appui du système des Nations Unies. Le compte rendu de Michel Deji. Cette rencontre, la deuxième du genre, vise à préparer les participants en les outillant sur les méthodes leur permettant de faire connaître aux populations nigériennes, notamment les femmes des zones rurales, leurs droits et devoirs et leur participation à la justice coutumière. L'AFJN est fière aujourd'hui d'organiser, en collaboration avec le ministère de la Justice, cette deuxième étape de renforcement de capacité de ces actrices infatigables de terrain que sont les femmes relais sur la justice coutumière. En effet, nuit et jour, ces militantes de la FJN parcourent les coins et les recoins du pays pour véhiculer les messages de paix, de droits de l'homme, de l'accès à la justice, de la démocratie et de l'état de droit aux populations vulnérables. Après une première étape qui a concerné les femmes relais des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, une deuxième étape a été négociée et obtenue au niveau de la Direction générale des droits de l'homme en vue de couvrir toutes les régions. La population nigérienne est en grande majorité analphabète et ignorante de ses droits et du fonctionnement du système judiciaire. C'est peut-être pourquoi elle perçoit la justice comme répressive et non protectrice de ses droits et craint dès lors d'entrer en contact avec elle. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice est revenu sur l'importance de cette formation avant d'exhorter les participants à beaucoup d'attention et de participation pendant les différents modules qui leur seront présentés. Je vous exhorte à vous approprier les thèmes de cette formation en espérant qu'ils contribueront à raffermir votre engagement en faveur de la défense des droits humains gage d'un état de droit. De même, je vous invite à partager les connaissances reçues avec vos communautés en vue de promouvoir les valeurs de paix, de liberté, de stabilité, du respect de l'autre, pour que tous ensemble nous contribuions au bonheur et au développement de notre pays. Pendant les 3 jours que durera cet atelier, les formateurs auront à échanger avec les participants sur des questions théoriques et les expériences quotidiennement vécues, entre autres sur l'accès des femmes aux droits de la famille, notamment ceux liés au mariage, la répudiation, la filiation, les successions, la tutelle, les donations et les testaments. L'Université islamique du Niger a reçu ce matin une délégation de la Croix-Rouge. Il s'est agi d'abord de recruter des volontaires, puis faire un don à l'infirmerie de l'Université islamique. Occasion également saisie pour faire connaître le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge aux étudiants. C'était en présence de notre reporter Omar Issouf.
Les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge multiplient leurs sorties. De centre de formation en centre de formation, les voilà atterrir à l'Université islamique du Niger pour perpétuer l'œuvre du grand humanitaire suisse Henri Dunant, père fondateur du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge nigérienne a besoin de volontaires pour renforcer ses activités. Cette fois-ci, elle recrute des volontaires avec un niveau d'instruction universitaire. C'est pour cela qu'elle cible les grandes écoles du Niger. L'objectif visé à travers la création de ces clubs est non seulement d'étoffer le nombre de volontaires dans la région et donc d'accroître le nombre d'adhérents, mais surtout d'avoir des volontaires des niveaux assez élevés. Il s'agira aussi pour la société nationale, à travers la mise en place de ces structures, de se mettre au même niveau que ses autres consoeurs du mouvement en matière de mobilisation et de recrutement de volontaires. La création des clubs d'humanitaires marche bien dans les grandes écoles. En témoigne cette récente collaboration entre la Croix-Rouge et les étudiants de l'université islamique. La Croix-Rouge a d'ores et déjà offert un don de médicaments à l'infirmerie de l'université. Nous saluons au niveau de l'OCI, au niveau de l'université, ce don du Croissant Rouge et nous considérons ce geste comme un signe fort de notre combat commun pour assurer la bonne santé pour nos étudiants et élèves nigériens et des pays limitrophes. Et il s'agit aussi d'un acte qui nous encourage pour mener à bien notre mission de formation de jeunes. Et cette aide vient à point nommé dans la mesure où on sait que la période de fraîcheur là est suivie toujours avec des maladies. Donc on va tout faire, Inch'Allah, pour mettre ces médicaments pour bien soigner les étudiants. Et donc, Inch'Allah, donc, à partir d'aujourd'hui, le club de l'université islamique va toujours collaborer avec la Croix-Rouge pour que cet organisme puisse bien mener ses activités en bonne et en due forme. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 150 ans d'action. Sa mission est de protéger et assister les victimes des conflits armés et les violences internes. Il intervient aussi dans la redynamisation du système scolaire. Mot de presse ce matin du SINASEB, les enseignants contractuels protestent contre l'interdiction de leur manifestation, mais aussi du recrutement des contractuels. Nafissi Zakou pour le compte rendu. Les enseignants contractuels se mobilisent pour un combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour ce faire, ils ont prévu d'organiser une marche pour manifester leur mécontentement. Cependant, les autorités municipales de la ville de Niamey viennent une fois de plus d'interdire une manifestation pacifique des citoyens pourtant prévue par la Constitution du 25 novembre 2010. Une situation qui a amené le SINASEB à taper du poing sur la table. Ce qui nous a poussé d'ailleurs à vouloir témoigner et prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, c'est que dans les visas du maire, président du conseil de ville de Niamey, il s'est référé au message radio du ministre de l'Intérieur. Alors, le message radio dont on fait cas ici interdisait les manifestations sur le territoire nigérien aux partis politiques membres de l'opposition. À mon entendement, le SINASEB n'est pas un parti politique. Nous ne faisons pas de la politique, loin s'en faut, de la même manière dont nous avons demandé à manifester légalement et pacifiquement, nous l'avons fait durant tous ces temps, pendant les différents régimes qui se sont succédés de 2006 à aujourd'hui. Le SINASEB a aussi évoqué la question du recrutement des agents contractuels de l'enseignement de base à la fonction publique. Nous avions demandé à ce que, très rapidement, qu'on puisse publier la liste de présélection au titre de l'année 2012. Dieu merci, cela n'a pas été fait dans le temps, mais quand même c'est sorti hier. Nous avions constaté que la présélection au titre de l'année 2012 a été publiée. Mais seulement,
il faudrait que la fonction publique puisse corriger, puisque à l'entête, nous avons compris qu'ils ont mis présélection au titre de l'année 2013. Il n'en est rien du tout. Il ne s'agit pas du recrutement 2013, même si c'est en 2013 que ça se passe, mais c'est un recrutement au titre de l'année 2012. 10 357 éligibles et qu'on nous demande de trier 1900, rassurez-vous que c'est très difficile. À noter que les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont encore un délai de 3 semaines pour d'éventuelles réclamations au niveau de la fonction publique. Avant la partie magazine de ce journal, ce communiqué de presse de Rotab, le Rotab donc qui appelle toutes les organisations de la société civile et les populations de Niamey à sortir massivement ce samedi 21 décembre 2013 pour participer à la marche suivie de meetings afin d'exiger du gouvernement et de Areva le respect strict de la Constitution et du Code minier en vigueur dans la signature des nouvelles conventions minières. Lieu et heure de regroupement, c'est à la place de la concertation à partir de 9h. Destination, siège de Areva, situé donc à l'immeuble Sonara 1. C'était là un communiqué de Rotab Niger. Nous arrivons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée au point de presse animé ce matin par l'administrateur de la ligne verte sur les activités menées en 2 ans. Très bonne réception, au revoir. L'autre aspect, les prestations de la justice, il faut que les justiciables comprennent quelles sont les prestations de la justice. Ceux qui ont le coût, c'est quoi le coût? Si vous ne savez pas le coût, par exemple, un casier judiciaire, vous ne savez pas son coût. Vous partez, vous trouvez un spéculateur, ils sont nombreux, des spéculateurs au niveau des tribunaux. Vous trouvez un spéculateur, il vous dit amenez 5 000, il prend vos 5 000 pour un casier judiciaire. Donc la première des choses, il faut répertorier les prestations. Ceux qui ont le coût, il faut mettre le coût. Et les usagers de la ligne verte qui appellent pour le moment, effectivement, nous nous adressons aux usagers. Mais nous comptons dans la mesure de nos moyens, nous adresser aux citoyens. Pour le moment, c'est ceux qui appellent la ligne verte, nous les informons. Nous leur indiquons les voies à suivre. Donc, par conséquent, c'est cela le premier. Tant que les citoyens ne sont pas sensibilisés, tant que les citoyens ignorent, c'est que cette ignorance fait le nid de la corruption. C'est à ce sens-là que ça a été bien vu. La première dimension pour combattre la corruption, c'est l'information, c'est la sensibilisation. Et de l'autre côté, il faut guider les citoyens et ils nous en appellent chaque jour. Maintenant, presque maintenant, les citoyens nous appellent pour dire que voilà mon problème, indiquez-moi les voies. C'est ça le volet information. Je ne m'étendrai pas outre mesure. Pour le volet lutte contre la corruption et le trafic d'influence, le bureau reçoit, traite les plaintes et dénonciations des citoyens visant les acteurs du système judiciaire et mène des investigations sur le terrain. Il compte aussi organiser des campagnes de sensibilisation sur les conséquences de la corruption en vue de susciter l'intolérance de la corruption vis-à-vis de la population. Le volet lutte contre la corruption, la deuxième mission, ici, vous vous souvenez, à tort ou à raison, les gens disent qu'il y a de la corruption. Et on a mis un numéro vert, 0811 à la disposition des citoyens et c'est gratuit pour que les citoyens dénoncent ou portent plainte contre les acteurs du système judiciaire. Et une fois que cette plainte-là, vous pouvez appeler par téléphone ou vous pouvez écrire votre plainte en bonne et due forme et la déposer dans les locaux de la ligne verte. Une fois qu'on a ces plaintes-là, évidemment, le bureau se réunit pour directement faire la transition au fonctionnement. En réalité, ce n'est pas une personne, ce n'est pas le coordonnateur, ce n'est pas le rapporteur. Ce bureau-là, c'est un bureau de 12 membres. Le coordonnateur de ce bureau, c'est l'inspecteur général des services judiciaires et ce n'est pas par hasard, vous voyez, il est dans le locaux de l'inspection générale. On a un représentant du procureur général de la Cour d'appel, on a un représentant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niamey, on a un représentant par syndicat des magistrats, il y en a 2. On a un représentant des huissiers, un représentant des notaires, un représentant des avocats
Et vous avez 3 acteurs de la société civile, ça fait 12. Il y a une procédure. Quand on recense les plaintes, le lot que vous voyez, c'est les plaintes. Quand on les a, il y a un bureau là-bas où il y a les combinés qui reçoivent, les agents qui reçoivent. Quand ils finissent, ils m'envoient, je suis à la fois rapporteur général et l'administrateur. Je fais la situation et après, le bureau est convoqué. Comme aujourd'hui, le bureau sera convoqué le soir en session pour statuer sur un certain nombre de plaintes. Donc, les 12 membres qui sont ici, c'est de façon collégiale. Toutes les décisions concernant les plaintes des citoyens, les décisions ont été décidées collégialement, c'est les 12 membres. C'est vrai, souvent, les gens disent qu'on est là. Évidemment, il y en a qui pensent que quand ils viennent, on doit appeler un juge ou un huissier ou un notaire. Non. Le juge est protégé par la loi. Le juge n'est pas un fonctionnaire ordinaire comme moi. Le juge, c'est un fonctionnaire qui rend la justice, qui décide de la vie des gens. Et par conséquent, on a pris des dispositifs pour les protéger. Donc, on ne peut pas, il est indépendant, et l'indépendance du magistrat est consacrée par la Constitution d'Indienne, c'est son article 118. Donc, on ne peut pas le faire. Nous avons une procédure. Quand les citoyens nous saisissent, le temps que le bureau se réunit, c'est ce temps-là que souvent les citoyens voient que c'est long, évidemment, c'est à juste titre. Mais c'est une administration et il y a des procédures et il faut les respecter. C'est comme ça, quand le bureau se réunit, évidemment, on a une grille, et je vais vous donner la grille qu'on a. Donc, toutes les plaintes et dénonciations, c'est vrai, nous recevons toutes les plaintes, visant tous les secteurs. Mais au cours de notre examen, les 12 membres, on passe plainte par plainte. X a une plainte qui touche tel secteur, elle ne relève pas du secteur judiciaire, on met ça de côté. À la fin, toutes les plaintes qui ne relèvent pas du secteur judiciaire, nous écrivons une correspondance de transmission à la Halcia pour compétence. Donc on reçoit, mais on ne traite que les plaintes de notre ressort, et notre ressort c'est le secteur judiciaire. Donc nous avons, à l'issue des examens, voilà les résultats, l'information. Quand une plainte fait l'objet d'information, c'est-à-dire porter à la connaissance du plaignant des informations de l'urgence à motiver sa dénonciation. L'information, c'est quand si on lit la plainte, on comprend qu'en fait la plainte est motivée par l'ignorance. Et là, on appelle les citoyens. Ou quand on se déplace sur les terrains, dans sa localité, on l'appelle pour lui expliquer, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous ne connaissez pas et qui a fait que vous avez la plainte. Maintenant, voilà la procédure. Deuxième retard, les investigations. Maintenant, quand le bureau, au cours de l'examen, il trouve dans la plainte ou la dénonciation des suppléants des éléments, des indices de nature à approfondir et à savoir ce qui se passe, on met investigation. Cette plainte fait l'objet d'investigation. Et ça veut dire quoi? Après la session plénière, on fait des comités. Et les comités sont dirigés par les magistrats. Et nous partons sur les territoires nigériens. Si le gars a appelé sous une tente ou dans un village à Bilma et que sa plainte est sérieuse, on va le trouver là-bas à Bilma, dans son village ou sous sa tente, pour lui dire que X, vous avez appelé la ligne vers tel jour et vous plaignez de cela ou vous dénoncez cela. Qu'en est-il? Cette fois-ci, c'est physique. Il est là, le comité est là, il relate les faits, c'est sanctionné par un PV. Après sa narration, on lui lit ça dans sa langue. Les langues, c'est 3 langues, français, Hausa, germain. On lui lit, on dit voilà ce que vous avez dit. Si vous êtes d'accord, il est d'accord, il signe. Et maintenant, toutes les parties citées seront entendues là-bas dans sa région. Et la justice qui s'est prononcée, qui a eu connaissance de cette affaire, le comité va aller se renseigner après. Nous avons tous les éléments. Le contradictoire étant respecté, on a les éléments et on analyse. Si maintenant, après cette investigation, le bureau trouve des indices de nature à engager des poursuites, directement, le bureau écrit au procureur de la République compétent. C'est directement le bureau qui écrit. Une fois
cette saisine écrite, d'habitude c'est moi-même qui l'amène auprès du procureur compétent. Et quand je la dépose d'abord, maintenant j'amène une copie pour informer le ministre de la Justice. Donc, nous faisons tout ça là, le ministre de la Justice qui a créé le bureau, on l'informe des travaux qu'on avait fait, on lui dit que évidemment, un tel a une plainte et cette plainte, nous, après examen, elle a été sérieuse et nous avons saisi le procureur de la République compétent. Nous vous informons, voilà le nom du plaignant et c'est tout. Il est informé seulement. Après, c'est les recommandations. Maintenant, les recommandations, évidemment, il y a des préoccupations des citoyens, même si elles ne relèvent pas de notre compétence, par exemple. Vous savez, la crise alimentaire est récurrente dans notre pays et les conséquences, c'est vente à prix modéré ou distribution gratuite. Maintenant, si des citoyens nous saisissent qu'il y a un maire qui se donne le plaisir de détourner ou de dénaturer la vente à prix modéré, là, ça ne relève pas de nous, mais nous estimons que ça, c'est une question de vie ou de mort des citoyens qui sont concernés. On fait un rapport circonstancié. Maintenant, après, nous envoyons toutes les plaintes qui ne relèvent pas des secteurs judiciaires à la Halcia. Et le classement. Le classement a lieu dans les cas suivants. La plainte est sans objet. La plainte est en cours de traitement. La plainte est connue et règlement. La plainte ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'identité du plaignant ou elle est impertinente du point de vue contenu. Donc voilà les résultats à l'issue de nos investigations, voilà les résultats qui sont. Maintenant, les activités du bureau. Selon les statistiques disponibles auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire, la ligne verte a enregistré 17 614 appels des citoyens sur une période de près de 16 mois. 455 plaintes et dénonciations des citoyens ont été examinées par le bureau. Le bureau a produit 3 rapports généraux. Un rapport général en mars 2012 consacré à 227 plaintes et dénonciations des citoyens. Un rapport général de mars 2013 portant sur 205 plaintes et dénonciations. Un rapport général d'août 2013 sur 23 plaintes et dénonciations. À l'issue de l'examen des 450 plaintes et dénonciations, il ressort les résultats suivants. 124 plaintes ont fait l'objet de classement sans suite. Vous ai énuméré dans quelles conditions on classe sans suite une plainte. 117 plaintes ont fait l'objet d'investigation. Ces 117 plaintes, on s'est déplacé sur le terrain pour mener les investigations. 115 plaintes ont fait l'objet d'information. S'il y a 2 niveaux d'information, il y a un niveau d'information où les agents donnent aux citoyens. Maintenant, après les plaintes qui sont motivées par évidemment l'ignorance du principe de fonctionnement de la justice, en même temps, quand nous partons investiguer, nous partons avec les plaintes qui font l'objet d'information. À chaque localité, nous appelons celui dont la plainte fait l'objet d'information pour qu'il vienne trouver le comité. En face, on lui explique les différentes procédures qu'il ne maîtrise pas. 59 plaintes ont fait l'objet de recommandations. Ça, c'est des préoccupations. On a fait des rapports circonstanciés qu'on a envoyés à acquis de droit. 35 plaintes ont été renvoyées à la Halcia. Donc, il y a 35 plaintes qui ne visent pas les acteurs du système judiciaire et nous les avons envoyés à la Halcia. 5 plaintes ont été retirées par leur auteur. À l'issue des investigations portant sur les 117 plaintes, le bureau a conclu ainsi qu'il suit. 61 plaintes ont été classées sans suite. 11 plaintes ont fait l'objet de recommandations. 9 plaintes sont relatives à des procédures pendantes devant les juridictions. 5 plaintes font l'objet du suivi de leurs procédures devant les juridictions. Ces des plaintes, elles sont pendantes devant des juridictions. Vu un certain nombre de paramètres, le bureau a décidé de suivre la procédure. 8 plaintes ont fait l'objet de saisine de procureur. Donc, après ces investigations,
le bureau a estimé qu'il y a 8 plaintes, 8 dossiers qui présentent des indices de nature à saisir le procureur de la République compétent, et nous avons saisi le procureur de la République compétent de 8 plaintes. 2 plaintes ont été retirées par leur auteur. Une plainte a été renvoyée à la Halcia. Une plainte a fait l'objet d'une demande de désistement du juge en charge de l'affaire. Une plainte a fait l'objet de transmission de pièces en vue de la reconstitution du dossier de la procédure devant les juges compétents. Une plainte a fait l'objet de saisine du bâtonnier. Évidemment, ici, nous avons aussi trouvé des indices. Et comme celui qui est mis en cause, c'est un avocat, nous avons saisi évidemment le bâtonnier. Une plainte nécessite un approfondissement des investigations, c'est-à-dire, après, on a estimé qu'il y a des personnes qui doivent être entendues, et c'est ça qui fait qu'on a dit qu'on doit approfondir les investigations. En outre, 61 plaintes et dénonciations des citoyens ont été enregistrées à la ligne verte à la date du 17 décembre 2013 et seront examinées par le bureau convoqué en session aujourd'hui, jeudi 19 décembre 2013.